Nous avons avec nous en ligne la coordonnatrice de police et souvient, coordonnatrice et diplômée de Polytechnique. Il s'agit de Heidi Rajen. Bon après-midi, Madame Rajen. Bonjour. Comment ça va, Madame Rajen? Ben, c'est une grosse journée aujourd'hui, non seulement au niveau du souvenir de la tragédie qui s'est passée il y a 33 ans, mais aussi au niveau du combat qu'ont mené les familles des victimes, les survivants et des témoins comme moi. Pendant toutes ces années-là, on lutte pour interdire les armes d'assaut. Et aujourd'hui, pour la première fois, cette mesure est à notre portée. On a un amendement, une proposition du gouvernement en ce sens, et c'est maintenant que ça se passe. Là. Le vote sur l'amendement arrive d'un jour à l'autre, et dans un contexte d'un gouvernement minoritaire, évidemment, ça prend l'appui de au moins un parti de l'opposition. Donc, on compte sur le nouveau Parti démocratique ou le Bloc québécois surtout pour appuyer cet amendement, et on aura enfin, après 3 décennies de combat politique, une mesure qui est appuyée par plus de 80% des Canadiens, soit l'interdiction des armes qui sont conçues pour tuer des humains rapidement puis efficacement. Alors, nous sommes 33 ans plus tard. Naturellement, au moment où c'est produit et dans les premières années de militance pour faire bannir certaines armes du Canada, et vous étiez, vous, en droit de vous attendre à ce que ça se passe assez rapidement, qu'on bannisse ces armes d'assaut-là. Et pourtant, nous sommes 33 ans plus tard. Qu'est-ce qui explique autant de lenteur chez les politiciens? Ça, c'est une très bonne question parce que normalement, dans une démocratie, c'est pour le souhait du public, de la population pour des lois raisonnables. Avec ça, on devrait avoir un bon contrôle des armes. La raison pourquoi, c'est qu'on a un lobby pro-armes extrêmement puissant, extrêmement bien organisé, qui a beaucoup d'argent et qui fait des pressions derrière les scènes. On les voit pas toujours, mais ils sont là toujours actifs pour contrer toute mesure sur le contrôle des armes. Et vous savez, quand un mouvement se repose sur une idéologie, parce que c'est pas les experts, là, c'est pas la science qui dit que le contrôle des armes ne marche pas. Ça, c'est l'idéologie de style américaine là, à la NRA. Ben, ils sont très passionnés puis ont beaucoup d'enthousiasme. Alors, c'est la raison pourquoi, malgré tueries de masse après tueries de masse, puis des statistiques qui montrent que la violence avec armes à feu augmente d'année en année, c'est à cause de ce lobby-là qu'on peut pas avancer. Mais sauf que maintenant, on a enfin réussi. Alors oui, ça a pris tellement de temps, donc il faut pas manquer notre coup, puis il faut absolument que le Bloc québécois puis le NPD, surtout le Bloc québécois, là, au nom des Québécois, qui appuie, qui s'assure que l'interdiction des armes d'assaut est adoptée. Lorsqu'on se compare aux États-Unis, lorsqu'on parle de lobby des armes aux États-Unis, on voit ce que c'est que au Canada, on dirait qu'on n'a pas autant de pouvoir, mais moi, je suis obligé de me poser des questions. Lorsqu'un un joueur de hockey va faire une sortie dans un moment aussi sensible, sans savoir si c'est le lobby qu'il fait pour justement le lobby des armes, c'est une propagande pour les armes, empêchant d'adopter cette modification à la loi, cet amendement à la loi. Je me dis que probablement que le lobby des armes est, comme vous l'avez dit, mais très puissant ici aussi, parce qu'un joueur de hockey, en apparence, qui n'a rien à voir avec les armes. Oui, ben malheureusement, M. Price a le droit à son opinion, puis s'il veut être contre le contrôle des armes, c'est son droit. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a propagé la même désinformation du lobby des armes, donc la tactique de faire peur que les armes de chasse
sont interdites, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est la grosse vague d'informations maintenant. Et il a comme réitéré le mythe que c'est les armes de chasse qui sont ciblées par l'interdiction, ce qui n'est pas vrai. Vous savez, le lobby des armes a très peu de crédibilité malgré sa force. Et donc, ils ont besoin des chasseurs pour les appuyer parce que seuls les chasseurs en général, c'est pas du monde fanatique qui aime les armes d'assaut. La plupart appuient même un meilleur contrôle des armes, puis selon les sondages, appuient l'interdiction des armes d'assaut. Mais ils ont besoin de faire peur aux chasseurs pour que les chasseurs appuient leur mouvement. Sinon, ils n'auront pas de crédibilité. Mais puis ils ont réussi cette fois à duper la population et les chasseurs pour leur faire croire qu'ils allaient perdre leur arme de chasse alors que c'est pas le cas. Et c'est ça maintenant qu'il faut corriger, là, cette désinformation, parce que on a la mesure, elle est bonne, elle vise pas les armes de chasse, elle vise les armes d'assaut. Et si on manque notre coup maintenant, puis l'amendement n'est pas adopté, ben, on perd la bataille. C'est fini, là. Après 33 ans, on peut pas s'attendre à ce que les familles continuent à se battre pour une mesure qui aurait dû être adopté il y a très, très longtemps. 6 décembre 1989, on s'en souvient pour ceux qui étaient déjà nés et suffisamment vieux. C'est ce massacre de Polytechnique et on sait que 33 ans plus tard, on est encore à parler, à commémorer dans l'attente d'une loi qui pourra apporter quelque chose, un répit finalement à ces parents dans l'attente, ces victimes également, ces témoins. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'aujourd'hui, cet événement du 6 décembre 89 pourrait être considéré comme l'ancêtre de cette, en tout cas, mauvaise mode qu'on appelle féminicide aujourd'hui? Impliqué dans quoi? J'ai pas compris. Féminicide, les féminicides aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que l'événement de Poly, le 6 décembre 1989, constitue l'ancêtre de ce qu'on appelle les féminicides aujourd'hui? Et je pense que ce qu'on peut dire de la tragédie du 6 décembre, c'est que c'était la première fois que la misogynie a été comme exposée de manière aussi violente et extrême. Et c'était un choc pour le Québec et pour le Canada. Et on peut voir dans le lendemain, quand il y avait tellement de déni face à l'existence d'inégalités entre les hommes et les femmes qui persistent encore, et de haine envers les femmes, ça existe aussi. Et c'était comme un catalyseur au niveau de la prise de conscience. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est important de marquer l'événement, pas juste pour une tuerie ponctuelle, mais pour la violence faite aux femmes à tous les jours là, qui continue dans notre société, puis qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'éradiquer la misogynie puis la violence faite aux femmes. Dernière question, parce que je sais que vous êtes très occupé, c'est aujourd'hui particulièrement, mais tous les jours, mais aujourd'hui particulièrement. Si on avait, comme société, pris les mesures qu'il faut et tout de suite pour apporter comme un arrêt, un cran d'arrêt à ce type de violence-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter d'autres pertes en vie humaine, surtout chez la gente féminine? Et c'est sûr que la violence et la violence conjugale est très complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent. Mais une chose est certaine, quand on a une arme à feu dans un contexte de violence, le résultat est il y a beaucoup plus de chances d'avoir un résultat final mortel que des blessures. Et donc, un contrôle des armes à feu, ça sauve des vies parce que ça rend la violence moins mortelle. Et oui, après 33 ans, il y a eu énormément d'homicides commis avec les armes à feu. Et beaucoup même des tueries de masse avec des armes qui étaient légalement disponibles. Donc, à la Mosquée de Québec, à Dawson, à Concordia. C'est toutes des armes que si elles auraient été interdites,
Et peut-être que l'agresseur aura pas eu accès à ces outils-là, ces outils de violence. Donc, oui, on a manqué le gouvernement, nos gouvernements ont failli à la tâche à long terme, là, parce que 33 ans plus tard, c'est très tard, alors que si on regarde l'Australie, quand ils ont eu leur tuerie dans les années 80 et la Nouvelle-Zélande, il y a 2 ans, quand ils ont procédé à interdire les armes d'assaut, ça a été immédiat. En Nouvelle-Zélande, ça a été fait en de 6 mois. Alors ici, nous, on est encore en train de se battre pour la mesure 33 ans plus tard. Eddie Rajan, coordonnatrice de Police Souvient et diplômée de Polytechnique. Madame Rajan, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et puis je nous souhaite bonne chance pour l'adoption de cet amendement de cette loi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci, au revoir.